Bonjour à tous, il est 11 h ici à Las Vegas et il est 20 h chez vous à Paris. Bienvenue sur 01net TV, c'est parti pour ce 01 Live Hebdo spécial CES de Las Vegas, épisode 2. Jérôme, bonjour, bonsoir, tout dépend où on est. Salut François, bonsoir la France, bonsoir à tous, merci de nous retrouver. Ce soir, nous allons à nouveau tout vous dire sur le CES, deuxième journée. Alors, comment va se passer cette grande heure de live ? Dans un instant, l'actu avec Jean-Sébastien Zanqui, Oui. toutes les nouveautés découvertes ici et là sur le salon. De la rédaction de 01net. Et puis un invité exceptionnel ce soir, François. Oui, un invité exceptionnel puisque le ministre de l'économie, M. Emmanuel Macron, nous fera la gentillesse de passer par ce studio. Il n'est pas loin là, puisque nous sommes en fait dans le hall C du SANS. Il est en train de visiter quelques startups, quelques startups de la French Tech, et il viendra nous rendre visite tout à l'heure. On a quelques questions à lui poser, bien entendu. Autre invité prestigieux tout à l'heure, c'est Henri Seydoux, vous le savez, Exactement, le papa du drone Le qui sera papa là. du nouveau drone Parrot, Henri Seydoux, est avec nous. Il va nous rejoindre dans un instant. Et puis un autre entrepreneur français qui désormais n'est plus un inconnu, c'est Eric Carrel, le patron de WeThings. WeThings qui a annoncé également des nouveautés ici au CES de Las Vegas. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti pour ce 01 Live Hebdo. Vous savez qu'on passe une heure ensemble avec évidemment aussi notre question orange, hein, Jérôme. La question orange du jour, vous le savez, vous pouvez interagir puisque cette émission est en direct. Vous allez sur www.01net.com. Donnez-nous votre avis sur vos attentes par rapport au CES, puisque le CES, eh bien, c'est toutes les nouveautés qu'on va voir arriver dans le courant de l'année. Alors qu'attendez-vous le plus pour 2016 ? Nouveaux smartphones, nouveaux téléviseurs, la réalité virtuelle, des drones, des voitures autonomes. On fera le point à plusieurs reprises tout au long de ce live. www.01nettv.com, vous votez et on regardera ça ensemble tout à l'heure. C'est le décalage horaire qui fait ça. Vous savez, parfois on raconte n'importe quoi. Peut-être que vous allez vous en rendre compte durant cette heure. Ouais. La chose importante, c'est qu'on est sur le stand de la Poste. En remerciant encore toute l'équipe de la Poste qui a un magnifique stand ici qui présente d'innombrables startups et qui nous accueille ici avec ce joli plateau. Et on n'est qu'au milieu de l'histoire, hein, puisqu'il y aura encore un 01 Live Hebdo demain et un autre aussi samedi. 4 émissions spéciales depuis le CES de Las Vegas. Et comme d'habitude, vous pouvez interagir. Oui. Nous sommes connectés. Donc vous allez sur Twitter et vous nous posez vos questions, vos commentaires, vos remarques. Hashtag 01live. Exactement, hashtag 01 Live, on vous attend sur Twitter. Jean-Sébastien Zanqui, bonjour. Bonjour François. Jean-Sébastien Zanqui qui représente dignement les amis, la rédaction de 01net.com. Jean-Sébastien qui passe sa journée à arpenter les allées de ce salon pour nous dénicher de belles nouveautés que vous pouvez lire bien sûr sur 01net.com. Tout à fait. Et que vous allez découvrir maintenant en vidéo sur 01net TV. Et on va commencer par ce retour du vintage. Alors ça, c'est n'importe quoi. Alors qu'on parle de C'est OLED, n'importe quoi. de ultra définition, de son haute fidélité, etc. Eh bien, il y a des grandes marques qui se remettent sur le vinyle. C'est ça, exactement. Il y a deux grands constructeurs qui ont lancé ou relancé leur platine vinyle, c'est-à-dire Technics, qui est une sous-marque de Panasonic en fait, qui a été rachetée par Panasonic il y a peu, et également Sony. Donc c'est deux philosophies très différentes parce que la Sony mise aussi sur le high-res audio, c'est-à-dire le label qu'ils ont, qui en gros met en avant la qualité sonore. Ouais, voilà. Alors c'est un label qui est décliné sur les casques, C'est sur les l'audio haute baladeurs. résolution. Hein, Exactement, l'audio haute résolution. Donc ce qui est intéressant avec leur platine, c'est qu'elle peut par exemple être reliée à un PC pour pouvoir encoder en format haute définition DSD ces vieux vinyles pour pouvoir les écouter ensuite sur un baladeur. Oui, mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que les gens qui achètent ça, c'est parce qu'ils veulent écouter du vinyle. Donc ils vont pas écouter du numérique. Non, et puis en vrai, c'est un petit peu bizarre parce que la bande passante du vinyle est beaucoup moins large que celle d'un fichier haute résolution numérique. Donc à part la chaleur, on va dire, du vinyle, on ne va pas retrouver non plus une définition de son qui est extraordinaire par rapport à des fichiers numériques. Enregistrement au coin du feu avec le cric derrière. Exactement. Et puis en plus, il faut installer un logiciel sur son PC, brancher la platine sur son PC. Voilà, ça demande quand même un petit peu de temps à faire tout ça. Donc c'est vraiment pour les aficionados des vinyles ou ceux qui ont des albums qui n'existent pas en numérique. Ça peut exister, des vieilles éditions, des choses comme ça. Mais c'est vraiment pour les mélomanes très pointus, je pense. Alors il y a Technics, mais il n'y a pas que Technics. Hein. Alors ça, c'est la Sony. Ouais. C'est la Sony, pardon. Et effectivement, il y a Technics. Alors Technics, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que Technics avait une platine qui était mythique. Pendant 30 ans, elle a fait une carrière incroyable auprès des DJ. C'est la SL1200, moi aussi, j'en ai. C'est la SL1200, donc ils ont arrêté en 2010. On mixait à l'époque. Mais carrément. Hein, Jean-Sébastien, vous êtes exactement comme ça. Vous pouvez faire varier la musique, la vitesse. J'ai fait ça toute ma jeunesse. Eh oui. Ça ne nous rajeunit pas. Non. Et donc en fait, cette platine a été arrêtée il y a 5 ans. Et donc aux grandes dames de tous les aficionados du DJing, voilà, qui étaient vraiment
vraiment triste de la voir disparaître. Et puis en fait, la Technics, donc sous l'égide de Panasonic, qui appartient là maintenant, cette marque, relance la SL1200, qui est la SL1200G, pour grande classe, voilà. Et c'est une version un petit peu améliorée. Donc ils expliquent que c'est une platine à entraînement direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courroie, le moteur est directement au milieu de l'axe de rotation. J'ai l'impression d'être au CES 1984. C'est ça. C'est incroyable. Ça. Le CD on commence à avoir des rumeurs Et sur alors, le il CD. paraît qu'il va y avoir un disque numérique. Alors il paraît, je ne sais pas disque trop à quoi ça laser. va servir. C'est beaucoup trop cher à mon avis, ça ne marchera jamais. Ouais. Mais bon, ça reste à voir. Mais effectivement, donc il y a cette platine qui ressort, qui est améliorée pour avoir moins de vibrations, pour permettre justement un son de meilleure qualité, etc. Mais on retrouve quand même tout ce qui a fait la saveur de la SL1200, c'est-à-dire le pitch sur le côté pour pouvoir varier la vitesse de son vinyle, pour pouvoir les caler, les mixer si on veut faire le DJ, etc. Bon, vous savez quoi, l'année prochaine pour le CES 2017, on attend le retour des platines cassettes audio. Exactement. Ouais. Voilà. Il y a un engouement, Enregistrer hein. les disques. Il y a un Ouais. engouement dans la musique autour des cassettes bien audio. sûr, Il y a plein de ouais. DJ qui font leur mixtape Mais en c'est vrai, cassette il y audio. a même des encore. usines qui ont été relancées Ouais, tout à fait. parce qu'il y a de plus en plus de Ouais. demandes concernant les cassettes audio. Exactement. Mais où va-t-on, les amis? Où va-t-on? Ben, c'est back to the past. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce retour du vintage, du vinyle, des cassettes audio, du son analogique? Vous pouvez nous en parler sur Twitter avec le hashtag 01live. On vous suit en direct, tout comme nous. Et d'ailleurs, merci d'être avec nous ce soir. Autre sujet d'actu, est-ce que tu me permets de faire une petite parenthèse Bien par sûr. rapport à ce que nous avions prévu avant de redonner la parole à Jean-Sébastien. J'ai vu passer une question d'Aurélien sur Twitter qui nous demande des nouvelles du Surface Book. Et oui, l'hybride de Microsoft, puisqu'il a été annoncé il y a 2 jours la précommande, l'ouverture des précommandes pour le Surface Book. Est-ce qu'on peut en rapporter en France? Non, ce ne sera pas possible. Il sortira le 18 février, mais vidéo de prise en main à découvrir sur 01net.com et 01net TV. Voilà, fin de la parenthèse. Bravo. Si on enchaînait avec un frigo, ça me paraît bien, non? Ça me paraît tout à fait C'est logique. logique, c'est fluent. Parfaitement logique. Et oui, parce qu'on a vu des frigos ici au CES de Las Vegas, mais des frigos pas tout à fait comme les autres. Non, c'est des frigos qui sont assez hallucinants en termes de fonctionnalité, notamment celui de Samsung que je suis allé voir hier sur leur stand. Alors c'est assez fou parce qu'il a un écran tactile de 21,5 pouces sur la porte, donc c'est un écran tactile immense. Et en gros, Samsung propose de remplacer les post-it qu'on mettait sur ces frigos par des dessins, par des photos, par du texte évidemment, puisqu'on peut dire à chacun bon je suis parti en rendez-vous là, on se retrouve ce soir, etc. Puis on peut envoyer des messages de l'extérieur. Quand on est pas Exactement, chez mettre sa liste de courses, des choses comme ça. Donc l'écran est vraiment hallucinant, il fait presque toute la porte entière comme vous voyez là. Ouais. Il y a aussi des choses assez folles, c'est-à-dire que sur cet écran, on va pouvoir relier par exemple son téléviseur connecté Samsung et pouvoir en fait streamer l'image de son téléviseur sur la porte du frigo. Donc on est en cuisine en train de faire à manger et en même temps on peut regarder son émission télé directement sur la porte, diffusée depuis son téléviseur du salon. Enfin, voilà, alors, ça va plus loin parce qu'évidemment il y a des haut-parleurs intégrés pour avoir le son de ces émissions. On peut lire des vinyles avec ce frigo ou pas? Alors il y a une petite dans le frigo une platine. Ça viendra à mon avis l'année prochaine ils vont le faire. Ça serait bien. Ça serait bien. Non mais c'est pas mal. Moi j'étais sceptique au début parce que quand on nous a fait la présentation hier, et puis à la fin je me dis ouais mais en fait c'est assez logique. Tu voulais partir avec d'ailleurs, rappelons-le, c'était un peu compliqué dans les allées du salon. Mais... 5 à 6 000 euros ce frigo, puis en plus c'est les formats américains qui sont présentés ici à Las Vegas, qui sont monstrueux, ils sont très profonds, très larges. En tout cas, il y a une philosophie derrière ça de Samsung, c'est de faire du réfrigérateur, parce que c'est le vrai nom, il ne faut pas dire frigo, de faire du réfrigérateur le hub de la famille. Tout à fait. Vraiment le centre de communication de la famille. On verra ce que ça donnera. Puis en plus, c'est dedans aussi des haut-parleurs avec une possibilité de connecter une enceinte Bluetooth si on veut. Et puis aussi, il y a ce partenariat avec Mastercard qui lance un service qui s'appelle Groceries, donc c'est les épiceries en anglais. Et ça permet par exemple de commander directement depuis son frigo ses courses, ses produits frais. Il y a un partenariat avec 2 enseignes de produits frais américaines. Et comme ça, on peut se faire livrer directement ce qu'on désire chez soi à partir du frigo. Ça, c'est pas mal, je trouve. Ouais, ça, c'est faire malin. ses courses. Parce qu'on se rend compte, voilà, on ouvre le frigo, on n'a plus de yaourt. Paf, on les commande, voilà, ils arrivent. Tu as parlé des alertes sur les dates de péremption des produits? Alors non, effectivement, il y a aussi ce genre de choses et aussi des caméras à l'intérieur du frigo. Oui. C'est-à-dire que quand on est au supermarché, on peut regarder sur son smartphone qu'est-ce qui nous reste dans le frigo avec les 3 caméras qu'il y a dans le. Tu veux dire par là qu'on pourrait faire une émission en direct avec Jérôme dans le frigo? Depuis le frigo. Alors faut essayer. À mon avis, ça serait pas mal. Vu la taille du frigo, à mon avis, on peut rentrer. Il faut bien se couvrir. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut bien se couvrir, c'est sûr.
Bon, 5-6 000 euros, 5 000 c'est pas pour tout de voilà, suite. bon. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on posait la question à Samsung. Ils nous disaient, évidemment, ça coûte cher aujourd'hui, mais petit à petit, ils vont implémenter ces technologies dans les, Bien on sûr. va dire, les frigos moins haut de sûr. gamme. Et voilà, dans quelques années, peut-être que ça sera généralisé. On verra Oui. bien. Bon, autre chose? Oui, on avait aussi parlé du Snapdragon 820 Qualcomm qui lance cette nouvelle plateforme de référence pour les smartphones, puisque Ouais. c'est celle qui est utilisée par beaucoup de smartphones haut de gamme, le 810 Oui, actuellement. c'est le processeur principal, on va dire, du smartphone. Voilà, Pour tous exactement. ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Exactement. Et c'est vraiment un modèle qu'on retrouve dans beaucoup de marques, HTC, Sony, etc. Qualcomm a présenté le premier smartphone qui va intégrer ce processeur. Alors c'est vraiment étonnant parce que c'est pas une marque qu'on connaît du tout, c'est pas HTC, c'est pas Sony. Ouais. On avait parlé de Xiaomi qui est une marque chinoise à un moment. En fait, c'est une marque qui s'appelle LeTV. LeTV. C'est même pas la TV. Non, c'est le TV. Le TV. Qui est une marque chinoise et D'accord. qui à la base n'est même pas un fabricant de smartphones, c'est-à-dire que c'est un service chinois de VOD. Tiens. Voilà, et en fait, ce Ouais. service chinois, il est ultra populaire en Chine. Mmh. Et il fabrique des appareils pour pouvoir profiter, en fait, sous sa propre marque, pour pouvoir profiter des services VOD, par exemple en mobilité. Donc ils ont toute une gamme de smartphones. Tiens. Et pour un modèle qui est un modèle 6,33 pouces, vraiment il est immense, ils ont choisi ce Snapdragon 820. Donc c'est le premier modèle qui va intégrer cette plateforme de référence. D'accord. Et c'est vraiment étonnant parce que ce service-là est inconnu, ça sera disponible qu'en Chine pour l'instant. Et j'ai rencontré des gens de l'ETV hier qui me disaient qu'ils allaient aussi devenir disponibles aux États-Unis et pourquoi pas en Europe. Donc peut-être qu'on peut s'attendre dans les mois ou les années qui viennent à voir ce service débarquer pour concurrencer Netflix, Pourquoi Canal pas. Play et de proposer des smartphones. Bon, espérons sous que leur toutes les propre, séries ne soient pas en chinois, parce qu'on va avoir du mal. Alors non, j'ai vu, ils ont pas mal de références qui sont Parfait. occidentales. Avant de découvrir un dernier produit vu par Jean-Sébastien Zanqui lors de ce CES de Las Vegas, Jérôme, peut-être un point sur notre question 0 net Orange. Qu'attendez-vous le plus de 2016? Qu'attendez-vous le plus du CES et pour 2016? Petit coup d'œil sur le sondage en temps réel. Eh bien, ce sont les objets connectés qui arrivent en tête. Alors, c'est bien vu parce qu'il y a énormément d'objets connectés ici. Puis les voitures autonomes, les smartphones, la réalité virtuelle. Tiens, il faudrait qu'on en parle demain ou après-demain. Et les nouveaux téléviseurs et les drones. Bon, très bien. Les objets connectés qui sont stars ici, quand même. N'hésitez pas, continuez à voter. www.01nettv.com ou sur 0net.com aussi, ce sondage est disponible. Alors, le dernier petit, on va dire, la petite surprise, petite cerise sur le La gâteau surprise du chef. de Jean-Sébastien Zanqui. C'est un appareil assez mignon que j'ai croisé sur le stand de Polaroid, Ouais. qui est une action cam, donc qui s'appelle la Cube Plus. La Cube existait déjà. La Cube Plus. La Cube D'accord. existait déjà depuis l'année dernière. Ils ont Ouais. rajouté une fonctionnalité Wi-Fi dessus pour pouvoir justement la commander depuis son smartphone Android ou iOS. Mmh. Donc il y a une tonne d'accessoires avec qu'on peut par exemple la placer avec des harnais sur soi, enfin comme n'importe quelle action Et on a cam, le retour sur on le a téléphone. le retour sur le téléphone. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu le design de ce produit parce que c'est un cube tout mignon qui fait 3 cm de côté avec les petites bandes de couleurs Polaroid qu'on retrouve aussi sur le logo Instagram, vous savez, donc un peu arc-en-ciel, Ouais. très joli. Donc c'est vraiment un produit assez mignon et du coup qui est devenu maintenant hyper pratique puisqu'on peut le commander depuis son smartphone et donc faire des prises de vue assez sympas puisqu'on pourrait le placer par exemple dans un coin d'une pièce, d'une voiture, etc. sans avoir à le toucher pour y accéder, pour le déclencher. Donc voilà, c'est un produit assez sympa vu sur le CES aussi. Le retour de hier. Polaroid. Tu te rappelles, Jérôme, les Polaroid? Ben, on est complètement dans le vintage là, Là, depuis c'est le écoute, début. je ne de sais pas ce qui se Zero passe, mais Live. c'est vrai que c'est Back to the Future en fait. Ouais. Enfin, ça On fait a un moment l'impression. déjà le retour de Polaroid. Oui, Ils sont oui. déjà revenus Oui, avec pas mal de Ils font même des produits, hein. drones aussi, j'ai vu. Enfin, il y Tiens, a plein de choses. ah, Et je crois que oui, ça a été quelle racheté belle par des transition. Chinois d'ailleurs. Oui, Polaroid. en fait, c'est une marque C'est sous une marque licence. asiatique, Donc, ouais. Ils font même des drones. Quelle belle transition. Oh mon Dieu, Jean-Sébastien, mais quel talent! Eh oui. Ils font bien des drones et regardez qui avons-nous Qui est avec sur notre nous droite. On va dire c'est le papa du drone français. C'est qui est Mister là. Drone. Henri Sédou. Bonjour Henri. Bonjour, Bonjour Henri Sédou. Merci d'être là. c'est moi qui vous remercie. On est très Henri heureux de Sédou. vous retrouver comme chaque année au CES de Las Vegas. Et Ouais. vous avez fait, c'est vrai, l'actualité à nouveau cette année. On a beaucoup parlé de vous. D'ailleurs, on parle que des Français. Attends Jérôme, tu sais quoi, je vais aller chercher un ici, truc. Regarde, je suis pas loin. Je suis il là. s'en va. Hop là. Ah, je Merci sais- je sais Florian. où il va. Je Hop sais où là. il va. Attention. Il va rapporter votre dernier Jean-Sébastien, si je te bébé. décapite, c'est pas grave. Hein, c'est pas fait Attention. exprès. Hop là. Donc, Regardez ça comme c'est beau. Donc, une aile volante. Une aile volante. Une aile volante, c'est. Une aile volante. L'aile volante, Ça comment vole. dire? Ça vole. Ouais, voilà, mais c'est un drone. Alors là, c'est l'arrière. On va montrer pour, l'avant. pour voler comme un oiseau. C'est un drone pour fendre le ciel. Vous faites de temps en temps ce rêve où vous volez, vous êtes vous-même
Sans substance bizarre en plus. Hein. Non, Hein, exactement. comme ça, sans Et rien. donc, ce drone est destiné à pouvoir faire ce rêve. Alors d'abord, Donc il s'appelle Disco. il s'appelle Disco. Et Ça coule de donc source. d'abord, Je sais pas ça pourquoi, coule de mais bon, source. il s'appelle Disco. d'abord, c'est piloter un avion, c'est extrêmement difficile. En plus, quand Eh c'est oui. petit, il faut vraiment des mois et des mois pour s'entraîner. Mais celui-là, il est entièrement automatique. Vous le lancez comme un frisbee, vous le jetez en l'air. Hein. Et avec son autopilote, tout son système automatique, il s'équilibre, il monte en haut, et puis il commence à tourner comme un oiseau. Et après, vous prenez vos commandes et vous dévalez comme sur une piste de ski à fond la caisse. Donc c'est vraiment un drone pour, Incroyable. voilà, Alors, pour jouer avec. Il est léger, mais il est bourré de technologie. Il y a combien de capteurs là-dedans Comment ça marche? Donc ça marche grâce au capteur. Il faut voir que le drone, pourquoi on fait des drones maintenant? Parce que d'une certaine manière, on a détourné. Tiens, donne-moi ton smartphone. On a détourné. Tu me le rends Un un peu. smartphone. On a détourné ça. C'est-à-dire que au début, c'est purement une idée d'ingénieur. On s'est dit, avec tout ce qu'il y a là-dedans, je peux en faire autre chose. Et donc là-dedans, tu as un capteur qui fait le capteur de position. Tu as aussi des caméras vachement bien, du Wi-Fi, du Bluetooth, un GPS de précision. Et en fait, c'est avec tout ça, repensé, ça donne les drones. Et donc, c'est les mêmes genres de processeurs, etc. Donc, c'est le même niveau technologique. C'est très technique. Mais alors quel avantage et pourquoi, à quoi pourrait servir cette aile volante par rapport à un drone quadricoptère traditionnel? Donc la grande différence, c'est qu'il vole comme une fusée, il vole à toute vitesse. Et donc il est plus rapide. Hein. Voilà, il vole jusqu'à 80 km/h. D'accord. Et donc c'est très amusant à piloter et c'est aussi très facile. Ce que je vous disais, c'est aussi facile qu'un jeu vidéo. Il y a besoin d'aucune compétence en aéronautique. Alors, il est équipé d'une caméra Full HD, d'accord, Voilà. qui retransmet l'image en temps réel sur une tablette ou un smartphone. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que si on se met un casque de réalité augmentée, on est un oiseau. Exactement. Donc moi, mon objectif, si tu veux, c'est ça. C'est cette poésie-là. C'est de faire avec les drones un vrai truc de Un leisure, vrai tu voyage vois. différent, quoi. Exactement, C'est c'est de faire vraiment un vrai trip, tu vois, que ce soit vraiment très amusant et que tu puisses vraiment être immergé dans le vol. Parce que, maintenant, la question c'est, ouais, mais à quoi ça sert tous ces drones Oui, en où est-ce plus qu'on on ne peut va pas les utiliser n'importe comment, n'importe où. Ben voilà, j'imagine C'est ça, que le ça, problème. pour pouvoir l'utiliser, ou alors on a une montagne à soi. Bon, Non, là, mais ça, tu voilà. peux l'utiliser à la campagne. Donc, tu dois le piloter à une certaine altitude et à vue. Enfin, à vue, c'est quand même 500 mètres ou c'est déjà D'accord. loin. C'est plus qu'un petit point dans le ciel. Sur ton écran de contrôle, tu as un GPS. Il te dit exactement où il est. Oui. Tu appuies sur le bouton. Quand tu l'as perdu, il revient tout seul. Mhm. Donc, c'est assez simple. Mais en tout cas, ça fait partie des trucs techniques qui sont un nouveau divertissement. C'est comme le jeu vidéo, si tu veux. C'est ça l'objet de ce drone-là. Il ne peut pas tomber. Eh bien, donc l'autopilote, c'est comme un Airbus. Il t'empêche de faire des manœuvres qui tombent. Et il contrôle en permanence le vol. Et on a Tomek sur Twitter qui nous demande comment est-ce qu'il se pose. Parce qu'il n'a Alors, pas de roue. Donc il Donc, se il pose n'atterrit pas comme un automatiquement. Il se pose. Donc il y a une touche atterrissage automatique. Donc il D'accord. se met pour se poser. Donc quand il arrive vers toi, il faut que tu aies un endroit où il y ait du gazon. Tu appuies sur poser et il va se poser. Incroyable. Il va glisser sur l'herbe. Il va prendre une pente assez raide, une vitesse très basse et il va se D'accord. poser On n'est pas obligé de doucement. l'attraper avec la main. Non, pas du tout. Vaut mieux pas d'ailleurs, j'imagine. Alors, pour l'instant, il n'est pas encore disponible. Hein. Ça, ce sont des modèles de pré-série, on va dire, Henri, c'est ça? Des prototypes, on le montre ici. Oui. Donc il sera disponible cette année. Et c'est un produit grand public dont le prix n'est pas encore fixé. Mais ça sera du même ordre que les drones grand public qu'on trouve aujourd'hui. Henri, j'aimerais te montrer quelques petites images. Est-ce qu'on parle de drone? On a dégoté un drone un peu particulier. Vas-y. C'est un mini hélicoptère. Je ne sais pas si Jean-David peut nous retrouver les images. Regardez ça. Est-ce que tu es venu avec ça ce matin au CES? Oui, je ne suis pas venu avec ça.
Mais je l'ai vu je l'ai vu ce drone sur Internet, etc. Donc c'est un drone qui Mais est-ce que peut c'est l'avenir, ça, qui Henri? peut transporter Parce quelqu'un. Hein. qu'aujourd'hui, on parle de drones joués, mais est-ce que demain, on pourra, enfin pas tous, mais certains d'entre nous, avoir ce genre d'appareil? Il y a quelqu'un dedans, c'est ça qu'il faut Oui, dire. Parce il y a quelqu'un dedans. Oui, c'est-à-dire que là, c'est un vrai mais véhicule. Voilà. Je te retourne la question. Est-ce que tu en doutes? Non. Non. Mais ça Bien sûr. fait 50 ans qu'on parle de voitures volantes et ça n'est jamais arrivé. Mais, On imaginait dans les années 2000 qu'on aurait tous des bien véhicules sûr, volants. Bien sûr. Mais il y a eu des études faites par la NASA pour ce genre de format d'objets volants. Est-ce qu'ils vont arriver dans 5 ans ou dans 25 ans? On ne le sait pas. Mais pourquoi pas? Regarde ici. Tu as des encombrements pour aller Ici du à Las stand Vegas, à ton hôtel. Ça peut prendre 3 quarts d'heure le soir. Oui. Alors qu'il y a un espace énorme. Je veux Mais dire, ça serait forcément des drones autonomes. C'est-à-dire qu'on n'y piloterait plus. Bah On est oui. d'accord. Bah oui, c'est trop compliqué à piloter. Et puis, il faut aussi réguler l'espace aérien. Donc, on ne va pas te demander de allô, la tour de contrôle, est-ce que je peux décoller? Ouais, salut, je sors de mon émission. Non. Tu appuieras sur un bouton. Et puis il nous emmènera d'un point A à un et point puis B. tu cliqueras sur, je sais pas quoi, moi, hôtel MGM. Mais on va les connaître, ça, à ton avis? Ça Ouais, sera. ouais, tu vas On les pourra connaître. monter dedans? Oui, bien sûr. Tu seras très vieux, mais bon. Bah oui, La question, ça c'est sûr. si tu veux, en ingénieur, si tu veux, la question c'est il faudra que l'entreprise qui les fabrique soit capable de les certifier, comme un avion. Un avion, tu sais, la procédure de certification est plus compliquée que la conception de l'avion. Mais une fois qu'on fera ça, bien sûr, ça existera. Henri, plus prosaïque, plus terre à terre, on a Lucien qui nous demande est-ce que Parrot prépare des drones pour la livraison? Parce que on sait que Alors, donc Lucien, je ne sais pas si tu nous regardes, mais il regarde son Parrot, staff. Parrot ne parle jamais de ce qu'il fait secrètement dans son laboratoire. Donc Lucien, pourquoi je dirais ce matin, alors que tout le monde m'écoute, où ça, j'investis, je passe mon temps. Donc Lucien, tu verras bien. On n'a pas évoqué, c'est la question de Will, l'autonomie de ce drone. Donc ce drone vole 45 minutes. Ah ouais? Ouais, donc c'est beaucoup. Parce qu'il plane en fait, donc il a besoin de moins d'énergie qu'un drone. Qu'un quadrocoptère, Voilà, voilà. qu'un Voilà. quadricoptère. Donc c'est beaucoup plus efficace. Et on peut l'attendre pour cette année, celui-ci? On l'attend pour cette année. Ouais. On l'attend pour cette année, parfait. Henri Sédou, alors ça c'est vraiment le produit flagship de cette année pour Parrot. Comment est-ce que vous voyez cette édition 2016 du CES? Vous avez eu le temps de faire un petit tour? Alors, comment dire? Donc moi, le CES, je viens ici depuis, je pense, à peu près 15 ans. Ouais. Et je trouve que c'est un endroit tout à fait extraordinaire et tout à fait intriguant. Parce que si tu viens ici comme ça naïvement, tu te dis, bah non, c'est quoi cette espèce de grande foire aux gadgets, ce foutoir, tu peux pas me faire croire que ça, c'est la techno d'aujourd'hui. Et alors que oui, si tu veux, il y a 20 ans, la techno, c'était Microsoft, c'était IBM, et c'était le software, c'était sérieux. Et le CES, c'était l'endroit des vendeurs de télé, des fabricants de gadgets. Et en fait, ce sont eux qui ont gagné. C'est là où il y a la créativité. C'est là où se fait le monde d'aujourd'hui. Donc, sans arrêt, tu vois des trucs vraiment, vraiment très intéressants au CES. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment de tout, hein, des choses, parfois on parlait du frigo connecté, il y a évidemment toutes les innovations présentées par les startups françaises, on en parlera dans les prochains 01 Live demain après-demain. Ça part dans toutes les directions et à l'arrivée il y aura de la casse forcément. Tous ces produits ne déboucheront pas sur des produits finis commercialisés. Mais toutes les idées qui sont là, Ouais. toutes ces idées deviendront le monde de demain. Alors maintenant, de quelle manière? Mais toutes ces idées seront le monde de demain. On a parlé d'un appareil qui vole, mais soyons un peu plus terre à terre, si je puis me permettre, sans mauvais jeu de mots. Mon cher Henri, vous présentez un pot aussi, alors qui avait été annoncé l'année dernière. Un pot de fleurs. Voilà, un pot de fleurs. Ben oui, précise. chez Parrot, c'est ça. Ils font des trucs qui volent et puis des trucs pour qu'on fasse pousser des plantes. Ce pot, on l'avait découvert l'année dernière, mais ça y est, là, il va sortir. On est en train de le découvrir là à l'image. Pourquoi Parrot fabrique un pot? À quoi ça sert un pot Parrot? Alors, donc le pot Parrot, c'est un robot. Comme le drone, c'est un robot. Et donc, c'est un robot qui s'occupe de tes plantes.
il a des capteurs et une application. Donc dans cette application, il y a des milliers de plantes qui sont référencées. Tu lui indiques la plante qui est dans le pot et il va s'en occuper comme il faut. L'idée, si tu veux, c'est que c'est l'idée du CES, si tu veux. C'est que ce qui compte, c'est la créativité. Ce qui est le plus important dans une boîte comme la nôtre, c'est de ne pas se limiter à son métier. Nous, on est à l'origine, on est une boîte de télécom. On fait des téléphones, des téléphones de voiture. Des autoradios, voilà, des téléphones spécialisés dans le Bluetooth au départ. Exactement. Et disons qu'on existe uniquement parce que on a fait avec un temps d'avance et puis aussi un savoir-faire technique, des produits dont l'industrie électronique de l'automobile ne croyait pas, mettre des téléphones dans les voitures. Donc notre seule raison d'être, si tu veux, notre seul fait qu'on puisse revenir ici chaque année et se développer comme boîte, eh bien, c'est de faire de la nouveauté. Et donc, moi, je crois beaucoup aux objets connectés. Et entre autres, les objets connectés, c'est des objets grand public. C'est de quoi tu fais tes loisirs. Alors, ce pot, qu'est-ce qu'il fait? Parce que bon, des pots avec de la terre et de l'eau dedans, on connaît. Mais il a une particularité, celui-là. Il a la main verte, c'est-à-dire que ce pot, il s'y connaît en plantes. Il a été développé avec une université hollandaise qui s'y connaît vraiment en plantes. Et donc ce pot, il regarde l'air du temps, s'il pleut, s'il fait froid, il regarde l'état de la terre. Il arrose, voilà, exactement, en fonction du type de plante, en fonction de ce qui se passe. Donc il s'occupe vraiment de ta plante. Et puis quand c'est fini, quand il n'a plus d'eau, il t'envoie un message. Il ne va pas chercher le soleil. Non, il ne va pas chercher le soleil, mais si tu as mis une plante qui préfère l'ombre et que tu l'as mis en plein soleil, il va te dire, oulala, il y a un problème. C'est pas comme ça qu'il... Voilà, exactement. Henri, je te propose de rester avec nous. Le ministre de l'économie va arriver dans quelques instants. Mais auparavant, David Noguera est avec nous. David Noguera, bonjour messieurs. Salut, David. Vous le savez, journaliste à la rédaction de 01net. David a évidemment aussi arpenté les allées de ce salon. Plutôt dans le domaine de l'automobile aujourd'hui. Plutôt dans l'auto, ouais. L'auto connecté, on en parlait hier. On en parle aujourd'hui, on en parlera demain. C'est vrai que l'auto connecté ici est omniprésente. Quelles sont les nouveautés que tu as vues ? Alors du côté de chez Audi, j'ai vu des choses assez impressionnantes parce qu'on sait que le constructeur travaille beaucoup sur la sécurité et sur la partie technologie d'éclairage. Donc on connaît les feux Matrix, LED chez le constructeur, des feux qui sont capables de s'adapter sur les différentes... En fait, qui sont capables de créer des zones de lumière dans la route de manière assez dynamique. Et on a découvert une nouvelle techno, cette fois-ci, qui est le Matrix Laser. C'est 400 000 points lumineux par phare, donc 800 000 points. C'est-à-dire qu'on peut éclairer la route et y projeter ce qu'on veut. Et toute la campagne. C'est bluffant. Regardez, là on a juste. On peut se projeter un film pendant qu'on roule, c'est ça? Peut-être pas quand même. Je crois qu'il y a des limites à la sécurité. Mais là, par exemple, on a projeté 01net.com. On peut projeter directement sur la route les indications liées au GPS. C'est-à-dire que mon GPS va me dire il faut tourner à droite dans 100 mètres. Ouais. Finalement, le véhicule va directement me projeter au sol la flèche face à la route. Donc c'est ultra dynamique. C'est assez bluffant parce que c'est vrai que c'est difficile à C'est presque un panneau virtuel. C'est un panneau virtuel, d'autant plus qu'il est capable de détecter les phases où, voilà, là par exemple on a le gabarit du véhicule, on est sur une petite route, on a une grosse voiture, on n'est pas sûr que ça passe, et le phare se charge de nous projeter le gabarit du véhicule. Là encore une autre forme, il faut que je me gare dans un parking, c'est un petit peu étroit, je ne sais pas si je passe, le phare me projette le gabarit de ma voiture pour savoir si effectivement je peux me garer. Il y a aussi cette capacité à détecter le speed limit 50 km/h, là on le voit sur le côté. On le sait, sur les panneaux autoroutiers, on est parfois ébloui quand on a ce phare, on n'arrive pas bien à voir le phare. La voiture le détecte intelligemment et elle dit, là il y a un panneau de limitation de vitesse, j'abaisse une zone de 30% de la luminosité et du coup ce panneau reste visible sans m'éblouir. Donc c'est ultra perfectionné. Et ça existe vraiment ou pas? Ça va exister d'ici 5 ans. D'accord. Il y a autre chose qui a fait énormément le buzz, c'est ce virtual dashboard dont on est en train de voir alors on revient sur les feux. Il y a le virtual dashboard, c'est ce qu'on a vu sur un concept qui était à Francfort, Q7 e-tron Quattro. Ça aussi, ça va arriver d'ici 2 ans. Donc on ne nous l'a pas confirmé sur quel véhicule ce serait, mais ce sera a priori, selon moi, sur la A8, parce que ce sera le véhicule haut de gamme. Et ce dashboard, en fait, c'est la suite du Virtual Cockpit. Alors Virtual Cockpit, on connaît, c'est la solution qui est animée par Nvidia, une puce, un affichage très dynamique. Les pixels, c'est pas fait exprès. Les pixels, c'est pas fait exprès, d'autant qu'il n'y en a pas du tout sur l'écran. C'est pas Audi qui les a rajoutés. Non, je pense que c'est les parasites de tout le son qu'on a autour de nous, en fait. Là, il y a du un bruit peu d'électronique autour de nous. Voilà. Donc l'avantage de ces technos, ce sont des écrans OLED ultra contrastés. Et en fait,
il y a 3 écrans, 2 zones tactiles. Une en D'accord. bas pour l'écran de confort sur laquelle je peux piloter tous les éléments de climatisation, etc. Et une au-dessus où je vais pouvoir piloter tout l'aspect infotainment. Et le vrai coup de maître qu'a pu faire en tout cas Audi sur ces 2 écrans-là, c'est qu'il y a un retour haptique. Alors c'est vrai qu'on connaît avec les écrans d'iPhone et d'autres, mais on sent véritablement, lorsqu'on presse sur l'écran, on sent comme si on appuyait sur un bouton ou comme si on faisait défiler des molettes. Donc voilà, ça fonctionne vraiment plutôt bien ce système. Voilà, donc réservé aux véhicules haut de gamme plutôt. On imagine. Mais petit Voilà. à petit, on le voit avec Audi, des technos qui sont très très à la pointe sont sur les modèles haut de gamme, mais petit à Et puis petit, ça d'année en année, ça arrive sous descend, les 2 ans. voilà. Et puis On voit que maintenant, aujourd'hui, sur des Audi A3, on a des systèmes hyper sophistiqués. Ouais, bien sûr, quoi. et très intelligents. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Quoi d'autre Du côté de chez Rinspeed cette fois-ci, on a pu voir un concept. Alors c'est quoi Rinspeed, c'est un véhicule dont on a un petit peu parlé sur 01net. En fait, c'est une pas mal quand même, déjà. BMW. Ça me plaît bien. Si voilà. tu l'as garé là dehors, je veux bien, elle est prête. je veux bien la tester. En fait, c'est un concept car BMW i8 réalisé avec Arman Kardon. Hein, Jérôme, tu ne te vois pas au casino avec ça là Ah ben Non moi, la mienne est garée devant. Ah, la mais je te d'accord, préfère c'est sur bien tout ça. à l'heure. Ouais, tu l'as en bleu, toi, c'est ça Ok. Ouais, ouais. Magie, La là, version garçon. alors c'est fait effectivement avec Arman Kardon qui gère la partie des 2 écrans LG qui sont sur le dessus, des écrans 4K, la vidéo complète est sur 01net déjà. Mais la particularité, c'est ce volant qui se rétracte lorsqu'on décide de basculer en conduite autonome. Parce que c'est vrai que la conduite autonome, moi je pensais en voir un petit peu plus sur ce CES de Las Vegas, mais c'est un peu dommage. On a vu pas mal de constructeurs qui nous ont montré des plaques, qui ont obtenu des autorisations. Ouais. Donc on voit des véhicules sur les stands qui ont ces plaques d'autorisation de circulation des véhicules autonomes, mais celui-ci, c'est un concept où effectivement on va se retrouver dans un habitacle complètement futuriste, mais dédié à la conduite autonome. Donc il y a des caméras, il y a des lidars, il y a un système qui, quand on sera en mode conduite autonome avec des partenariats avec Microsoft, vous proposera de travailler sur des documents Office ou alors de vous lancer dans une visioconférence. Génial. Là, on a vu, c'était les rétroviseurs qui sont remplacés en fait par des caméras et les rétroviseurs qu'on retrouve ensuite sur la forme d'écran LCD dans l'habitacle. Voilà, donc c'est quand même assez futuriste tout ça. Bon, et là, il y a une alors, mais petite ça, particularité sur celui-ci qui m'amuse, mais alors là, chez Rinspeed, on nous l'a dit, c'est pour le fun. Ouais. On parlait de plateforme de drone hier, en revoilà une autre. C'est effectivement la possibilité de positionner un drone à l'arrière de cette i8 complètement tuné. C'est-à-dire qu'on met un drone à l'arrière. Il y a Et une en fait, la plateforme voiture, c'est d'atterrissage la du plateforme drone. d'atterrissage et Exactement. décollage du drone. Exactement. Oh Alors, mon je Dieu. sais vraiment pas pourquoi Ça, c'est la fait. voiture de l'inspecteur Gadget quand même, non Ouais. Ah, c'est vraiment pour le fun. Je sais pas pourquoi. Voilà, on a vu hier Ford qui proposait avec ce pick-up Oh là 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 là. d'avoir une plateforme de drone pour aller Mais Henri, surveiller il faut ensuite ça des comme zones. voiture avec un drone accroché à la voiture. Non, moi j'aime les voitures partagées, Uber, le métro. Je n'utilise pas de voiture. Pas de voiture individuelle. J'habite à Paris. J'ai une Twizy, moi. Très bien. Mais c'est un peu d'ailleurs, de toute façon, derrière toutes ces technologies, c'est ce mode d'utilisation de la voiture qui se profile. Hein. On le sait, l'autopartage, etc. C'est Bien ce qui va sûr. arriver. Quand je vois tout ça, sincèrement, pour moi, ce qui m'intéresse dans la voiture, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire le fait que la voiture autonome, ça va permettre quoi? Ça va permettre que tu n'as plus de voiture, que les voitures se transforment en une sorte de taxi ou de métro, que tu peux en commander une, qu'il n'y a plus d'affectif aussi avec ta voiture. C'est un objet qui te transporte. Et donc, je pense que la voiture autonome va beaucoup changer la voiture, mais ça ne va pas gadgetiser la voiture. Ça va au contraire la rendre plus simple, la rendre plus transparente à l'usage. Tu ne seras plus... tu vois, on voit ces bagnoles vraiment magnifiques, un peu comme des objets de luxe, mais la voiture autonome, c'est le contraire. C'est une façon de s'approprier l'espace urbain. Et donc, moi, je crois beaucoup à la voiture autonome, mais pas celle-là. Très bien. Tesla, des nouvelles ou pas? Et non, ils sont même pas là en fait. Ils sont même pas là. Ils sont même pas là. Il faut non, qu'on m'appelle, il boude un peu ce salon, Tesla. Non, je pense qu'ils se réservent peut-être pour un peu plus tard parce qu'il y a Détroit qui va démarrer. Alors je ne sais pas s'ils vont nous dévoiler de grosses choses, mais voilà, a priori ils ont décidé cette année de ne pas venir et effectivement pas d'annonce. On a vu que Model X, ça y est, ça allait entrer en production. Model 3, tout le monde l'attend parce que ça serait le modèle un peu moins cher, mais pas ici.
Très bien. Il est David, pas autre prêt, le chose modèle 3, On est hein. bon là. On a vu plein de belles choses, on va en distiller tout, Oui, tout du tout long de au la long semaine de- prochaine, bien mais sûr, on a vu évidemment. des choses assez étonnantes chez BMW aussi, donc On en reparlera. on en reparlera. Merci beaucoup David Noguera. On a vu nous aussi des choses sympas quand même hier, Jérôme. Hein, on a vu des choses sympas. Alors le frigo connecté, Jean-Sébastien nous a piqué un peu la vedette, mais on a vu des trucs plutôt pas mal. On a vu par exemple cette télé LG Signature, Jérôme, Oui. qu'on va d'ores et déjà acheter. Hein. Bon, il va falloir un peu économiser Mais parce on va qu'elle se mettre coûte un peu cher. hein. Donc on cherche des Il va falloir vous investisseurs. affréter un Voilà, cargo, hein, c'est ça. messieurs, là. Si JD peut nous montrer la télé LG Signature, voilà, c'est une télé en fait signée LG, qui est très haut de gamme. On en a parlé un peu hier avec Jean-Sébastien. Elle est superbe. Regardez ça, déjà, elle fait quelques millimètres d'épaisseur. Et quand on la regarde de profil, on se dit c'est pas possible, ça peut pas être une télé. Et pourtant c'est une télé. C'est Et la l'épaisseur. qualité d'image est sublime. C'est l'épaisseur de 3 cartes bancaires mises les unes sur les autres. Enfin, il faut, aussi, combien Ouais, il faut, il faut ouais. aussi 3 cartes bancaires pour l'acheter. Hein. Voilà, c'est ça. Donc elle devrait sortir parce qu'il y a deux modèles. Il y a un modèle à 70 pouces, je crois, Ouais. qui a 25 000 euros. Bon, voilà. Et Et le top qui du est- top serait à partir de 100 000 euros. Voilà, il y a 65 pouces, on serait en dessous des 10 000 euros. Bon, alors évidemment c'est très cher, mais quand on voit aujourd'hui la prouesse technologique de ces télés, et on discutait avec le responsable d'LG France, Henri, qui nous disait que demain, les télés ce seront des posters. C'est-à-dire qu'on déroulerait des écrans OLED qu'on pourra accrocher sur notre mur et ce seraient des télés. Génial. C'est génial, hein. Et ça arrive, ça. On a vu plein d'autres choses, hein, Jérôme. Bon, le frigo. Alors, on a vu, mais je ne sais pas si on a les images, on a vu pour repartir un peu sur l'électroménager, toujours chez LG d'ailleurs, l'aspirateur robot à réalité augmentée. Ouais. Et ça, c'est quand même une drôle d'idée. On est quand même des hommes de maison, hein, tu l'as remarqué. Oui, Hein. c'est vrai. C'est vrai, on pourrait aimer que les voitures et les télés. Pas du Non, tout, on pas est du aussi tout. passionné par l'électroménager. Exactement. Bon, pour vous la faire courte, en fait, c'est un robot, un aspirateur robot comme David en teste beaucoup à 01net. Et il a une petite caméra qui sert à quoi? Eh bien, quand je suis dans mon canapé ou quand je suis même à distance, je peux voir sur mon smartphone ce que voit la caméra, ce que voit l'aspirateur robot en fait. Et je vais lui dire d'aller dans tel ou tel coin pour aspirer telle ou telle partie de la maison que je juge pas assez propre. Donc je télécommande mon aspirateur robot à distance. À mon avis, ça sert à rien. Mais c'est amusant, ça fait partie des choses qui font parler au CES de Las Vegas. Voilà. Très bien. Alors, écoutez, on est en direct. Le hashtag 01live, vous le savez. Si vous voulez poser vos questions, si vous voulez réagir sur les drones, sur l'électroménager connecté, n'hésitez pas aussi. On accueille maintenant le ministre de l'économie qui est avec nous. Et alors, comme c'est un ministre très coquet, il est en train de se mettre un petit peu de maquillage, un tout petit peu. Emmanuel Macron, merci. Ravi d'être là. Bonjour, il n'y a pas de souci. Bonjour, monsieur le J'imagine ministre. que vous avez 2-3 stands à visiter. Henri Sédou, Emmanuel Macron. En plus, je crois que M. Sédou a des questions à vous poser, Monsieur le Ministre. Bienvenue, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On est en direct sur 01net TV, sur YouTube, sur Dailymotion. Et Monsieur le Ministre, que se passe-t-il? La France, on a l'impression que le monde entier regarde la France aujourd'hui, surtout depuis Las Vegas. Si c'est le cas, c'est formidable. Vous n'avez pas cette impression? Il se passe quelque chose, non? Je ne suis pas le plus objectif pour le dire, donc je ne suis jamais dans l'autosatisfaction. Mais si vous le dites, je le prends avec plaisir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une mobilisation française qui est très forte ici. Alors, il y a des entrepreneurs, et en fait partie, qui sont là depuis longtemps et qui ont marqué la présence française de manière historique dans ce CES. Et il fallait des pionniers. Et il y a eu un emballement, une accélération, et maintenant on a une taille critique qui est impressionnante, puisqu'en effet, on est la première délégation non américaine. Je disais à Gary Shapiro que l'objectif pour l'année prochaine, c'était d'être plus nombreux que les Américains. Ce qui est faisable vu la tendance. 180 Shapiro, qui est le startups, patron hein. du CES, hein, Qui est, pardon. le patron du CES. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toujours eu une créativité, une capacité à innover en France très forte. Mais il y avait un esprit entrepreneurial qui était un peu empêché. Et on voit bien, il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs de tous âges qui est en train de se développer, de s'accélérer, qui est dans l'émulation d'ailleurs entre elles-mêmes, avec beaucoup de gens d'ailleurs qui sont allés dans le vaste monde et qui sont revenus. C'est-à-dire qui sont allés si je puis dire, étudier ou commencer à entreprendre ou qui ont une première expérience de salarié à l'étranger, qui reviennent en France et qui pensent que tout est possible. Et donc, on est en train de réussir cette conversion de l'innovation, de l'excellence académique française en entrepreneuriat. C'est ça l'explication à mes yeux de cette très forte présence française. Il y a un changement de culture en même temps qui est en train de se faire. Une promotion du risque, de la culture de l'entrepreneuriat qui est beaucoup plus forte en France, qui est
clés. Il y a des politiques publiques qui accompagnent cela, c'est-à-dire des changements, des simplifications, une politique fiscale plus adaptée. Tout n'est pas parfait, je ne suis pas en train de dire qu'on est arrivé au point d'équilibre. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore des messages plus clairs qu'on doit envoyer, mais il me semble que depuis les 2 dernières années, on a clarifié là aussi les choses. Et donc il y a cet effet d'accélération qui se fait. On a un énorme travail encore à faire nous, pour être plus simple, plus clair, plus compétitif sur certains sujets. Les financements, fiscaux ça reste pas ou un autres. peu un point de blocage? Il y a le sujet financier. Pour réussir à mes yeux cette bataille qu'on est en train de livrer dans tous les secteurs, il faut un changement culturel. On est en train de le réussir. Et les entrepreneurs ont un rôle clé à jouer. Il faut attirer les talents. Ça, c'est clé. C'est nous, en ayant une politique fiscale qui est adaptée, en valorisant les talents et ceux qui réussissent. C'est pour ça que moi, je pense que partie de mon travail, c'est de faire cette valorisation. Et c'est quand on garde et qu'on attire les talents, on en fait venir d'autres. Il y a un effet comme ça d'entraînement. Et puis, c'est le capital. Vous avez parfaitement raison. On s'est amélioré. Il y a des financeurs qui sont revenus, on a des business angels français, on a une première génération qui investit, certains en font partie ici, et c'est très important, et donc ça irrigue les choses. La Banque publique d'investissement a joué un rôle très important sur les premiers tours de table et elle a comblé une faille de marché que nous avions. Le défi maintenant, c'est de réussir à avoir en France des tickets de plus de 80-100 millions d'euros qui sont essentiels pour justement arriver à faire ce qu'on appelle le scale-up, c'est-à-dire la croissance rapide de ces startups. Et dans certains secteurs, en particulier biotechnologie ou dans certaines disciplines, réussir une bataille qui est l'accélération permanente. Parce que si on ne mobilise pas très vite beaucoup de capital dans certaines situations, eh bien, on est dévoré par le concurrent étranger qui lui prend tout. Parce que le gagnant prend tout, comme disent les Américains. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et là-dessus, on a des insuffisances en France, il faut bien le dire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette histoire. Je veux dire, on n'a pas les 20-30 ans d'innovation et d'écosystème qu'a créé en particulier la vallée ici. Et donc l'objectif pour moi, c'est qu'on arrive à développer du venture capital à la française, qu'on arrive à faire venir justement des investisseurs de capital risque américains, chinois, israéliens en France, en leur montrant qu'il y a des opportunités. L'année dernière, je les avais vus, je les reverrai cette année. Je les ai fait venir en France à l'automne. Ils ont même vu le président de la République pour leur expliquer ce qu'on faisait et leur montrer les opportunités. Et donc, pour ce faire, il faut qu'ils aient une vision de l'innovation, de tout ce qu'on sait faire, et puis une vision sur les sorties possibles. Et ça, c'est la capacité à mieux travailler avec les grands groupes et à avoir des sorties de marché possibles. Emmanuel Macron, vous vous êtes promené dans les allées du CES ce matin. Vous avez rencontré toutes ces startups, puisqu'on dit que, on l'a dit, 190 startups françaises environ, première délégation étrangère. Donc j'imagine que vous leur avez dit tout ça. Il y a des choses qui vous ont tapé dans l'œil? Il y a beaucoup d'innovations, je ne veux pas ici les différencier, c'est toujours délicat. Mais vous allez faire des jaloux en plus. Oui, enfin, ce qui est toujours impressionnant, c'est de Est-ce qu'il y a revoir une French Touch d'une année après l'autre. Il y a définitivement une French Touch. Il y a une start-up d'ailleurs qui a été primée cette année. Je peux en citer parmi les 19. On a d'ores et déjà 19 primés. On en a eu 15 l'année dernière de mémoire. On en a déjà 19 et la semaine n'est pas finie. Et parmi elles, il y a eu un très beau prix qui a été donné à une très belle entreprise du pays nantais qui a fait une innovation en matière de vin. Ah oui. Divin, qui est absolument superbe. Et là, c'est la French Touch par excellence, parce qu'il y a de l'innovation techno. C'est une boîte qui permet de préparer le vin pour le boire instantanément. Qui donc a réussi un conditionnement spécifique pour conditionner le vin dans une capsule, l'équivalent d'un verre. Il y a des brevets technologiques pour réussir à il faut oxygéner le verre, le mettre à la bonne température. La chose pour en effet l'oxygéner, le mettre à la bonne température, le décanter et le servir. Et puis en même temps, il y a toute l'application qui permet la mise en valeur, la diffusion, la création d'une communauté via le numérique. Donc c'est, je crois, une très belle innovation, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce qui est toujours intéressant, c'est de revoir les startups d'une année après l'autre. Et là, on voit les innovations qui sont faites, on voit les nouveaux drones pour certains, en tout cas, quand on avait les prototypes, on voit le début de l'industrialisation, on voit les tailles qui ont changé, on voit parfois aussi les échecs, et ça, c'est formidablement impressionnant. Parce qu'on le sait, il y aura des morts. C'est-à-dire que toutes les startups qui sont là en 2016 ne seront pas forcément présentes au CES 2017. Mais la clé, c'est qu'elles puissent rebondir très vite. C'est qu'elles puissent ou bien pivoter très vite, ou bien rebondir très vite si elles échouent. Parce que vous savez, un entrepreneur qui a risqué, qui a tenté, qui a échoué, il a emmagasiné une expérience qui vaut beaucoup. Et vous pensez que ce message-là passe en France? On a toujours dit ça aux États-Unis, l'échec, quelque part, c'est bien sur le CV. Mais en France, c'est pas bien sur le CV. Je crois que c'est en train de changer. Moi, je fais en tout cas tout pour. On a enlevé les stigmatisations qui existaient à la Banque de France ou ailleurs en termes de financement. On a amélioré les protections. Mais à la fin,
il faut une économie qui va plus vite. Parce que c'est bien beau de dire que culturellement, on le valorise mieux. Je pense que ça, on peut le faire, on peut y arriver. Et puis quand on a la masse critique d'entrepreneurs, ça aide. Ça passe aussi par l'éducation. Il y a un travail culturel à changer dans l'école. Mais à la fin, il faut surtout pouvoir échouer vite et pas cher, si je devais dire les choses. Parce que c'est bien beau de valoriser, mais si quand on échoue, c'est long, pénible et qu'on y perd, pardon de le dire comme ça, mais jusqu'à sa culotte, c'est pas la peine de dire évidemment. que c'est accepté. Donc il faut pouvoir le faire vite, à moindre prix, pour remonter. Emmanuel Macron parlait de nouvelles technologies, de la techno française, de la French Touch. Regardez, juste en dessous de cette petite caméra, il y a un gyre optique qui est en train de nous filmer. Et ça, c'est ingénieux, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire que là, on est filmé ce plateau, il est filmé à 360 Il est degrés. fait du côté de Lille. C'est fait du côté de Voilà. Lille. Alors il faut dire que c'est une caméra que les internautes ne peuvent pas voir actuellement, mais en revanche, dans quelques heures, dans quelques jours, sur YouTube, on pourra voir le making-of de ce plateau. Voilà, alors, et vous verrez tout ce qu'il y a tout autour. Ces en fait. jeunes que j'ai vus l'année dernière, ils étaient déjà au CES l'année dernière. C'était tout nouveau. Je les ai croisés dans les couloirs. Je peux pas repasser encore sur le stand. L'entreprise a connu une croissance incroyable en un an. Je crois qu'ils ont multiplié par 8 le chiffre d'affaires. Ça a été une vraie transformation et c'est en effet formidable. Ils ont des concurrents américains qu'on connaît qui sont redoutables, mais ils sont en train de réussir. Henri Seydoux, vous avez Emmanuel Macron devant vous. Qu'est-ce qui va, à votre avis, ou qu'est-ce qui ne va pas en France? Qu'est-ce qu'il faudrait corriger? Bon, alors moi, je fais Parlez un petit peu fort parce qu'on est loin, on l'analyse s'entend pas très bien. que les choses évoluent vraiment très bien. Moi, je viens ici depuis de très longues années. Et au début, les startups françaises, c'était des micro-boîtes. Et il n'y avait pas de compétences marketing, il n'y avait pas de compétences financières dans ces entreprises. Et maintenant, je vois que ça change. Bon, maintenant, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, la prochaine étape, eh ben, c'est qu'il faut des grands succès. Grands, disons des succès plus grands. Il faut arriver à avoir des entreprises en France qui passent à 1 milliard de chiffre d'affaires, qui passent à quelques milliards de valorisation. Mais ça va arriver, hein, je suis confiant, hein, ça va arriver. Mais disons, c'est cette étape-là qui manque. Parce que on voit toutes ces startups et si tu veux, c'est un peu comme l'enfance. On se dit, oui, c'est des petites choses, mais c'est un enjeu important. Je veux dire, l'économie s'accélère, les business models changent, et c'est là où se créent des emplois. C'est là où se crée l'industrie de demain. Elle ne se crée pas dans les industries existantes. Et la France est un bon terreau pour tout ça, pour l'innovation? J'en sais rien. Si c'est un bon ou un meilleur terreau pour un entrepreneur, tu ne te poses pas la question. La question, c'est comment je vais faire, comment je vais y arriver. De toute façon, les marchés sont globaux. On peut agir de n'importe où, de là où on est. Et il faut qu'on arrive à créer des entreprises d'une taille conséquente qui résistent à la première, si tu veux, à l'enfance des startups. Et c'est ça, j'espère qu'on verra dans les années à venir ici au CES. Mais Henri, du coup, vous attendez plus ou moins d'État? Mais moi, je suis un entrepreneur. Moi, mon rapport n'est pas à l'État. Mon rapport, il est à mon travail. Moi, ce que je vois, c'est que quand j'ai commencé, on trouvait du capital, mais on trouvait des millions de francs. Et puis après, j'ai eu besoin pour développer la boîte de 10 millions de francs. Je les ai trouvés. Et puis maintenant, j'ai réussi à trouver 300 millions d'euros à la bourse, donc en France. Et il y a encore 2 ans, on m'aurait dit c'est impossible, jamais tu y arriveras. Surtout avec ce que tu fais des drones, c'est quand même une hypothèse nouvelle, c'est pas encore une industrie. Eh bien si, aujourd'hui tu peux les trouver en France. Donc c'est en train de changer et vraiment je suis optimiste. Par rapport à ce qui a été dit, moi j'ai 3 remarques. La première, c'est très juste, un entrepreneur, c'est d'ailleurs stupéfiant à voir, il ne demande rien à l'État. Et c'est une plante qui pousse dans tous les milieux. Sa caractéristique, c'est qu'elle est résistante. Ce qu'elle déteste le plus, c'est le changement. Et je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est donner un cadre stable, clair, simplifier, faciliter, mais ça pas a trop changer les changé règles ces tout le derniers temps. temps, à votre avis? C'est la tradition française, ça change trop en général. Donc je pense qu'il faut. C'est une mauvaise tradition, on est d'accord. Oui, je suis totalement d'accord. Pour ça, moi, je pense qu'il faut de la stabilité, il faut améliorer les choses là, puis après donner de la stabilité. Deuxième remarque, sur ce qui a été dit, c'est pas anecdotique les startups. Non, ça crée de l'emploi, ça se développe. Pourquoi? Parce que d'abord, nous, on est le premier pays d'Europe continentale en termes de création de start-up. 1500 l'année dernière. Mais surtout, ce ne sont pas des gens enfermés dans des bureaux. Il y a de la production réelle.
On parle drone tout à l'heure, je voyais une toute petite start-up qui se développe, qui était déjà là l'année dernière, qui fait des applications qu'on met dans les véhicules pour conduire plus intelligemment, Durst, qui marche très bien. Ils vont rentrer en production dans quelques mois au Creusot. Donc ça crée de l'emploi industriel en France. C'est de la nouvelle production industrielle. Et donc ça crée de l'emploi, ça doit d'ailleurs mieux travailler avec les entreprises en place, les grands groupes, les entreprises de taille intermédiaire pour développer l'emploi industriel. Ça passera par là, la réindustrialisation. Et la troisième chose, il faut des champions, en effet, et des grands champions. On a 5 licornes en France. Honnêtement, c'était déjà, il y a 4-5 ans, très loin de notre champ de vue. Ce qui a été fait cette année par Parrot, en effet, les 300 millions de levées sur le marché, c'est remarquable. Et en effet, il y a même 3-4 ans, personne ne pensait que c'était possible. Qu'un Sigfox, qu'un Blablacar deviennent des licornes, ce n'était pas identifié comme possible. Donc, il faut maintenant accélérer ce point. Et ça passe par vraiment la création d'un écosystème où les grands groupes renforcent encore leur travail. On est là à La Poste, Engie, Legrand, Orange. Il y a beaucoup de grands groupes qui de plus en plus travaillent avec les startups, ce qui était moins vrai avant. C'est clé. Pour leur donner des contrats, pour les aider à l'international, pour investir, il faut travailler là aussi, je le dis pour les grands groupes, plus simplement et plus vite. Il faut des délais de paiement plus courts. Il faut respecter les startups dans ce qu'elles ont d'innovant et pas les pressurer comme des sous-traitants. Et donc ça, c'est un élément clé. Et maintenant, il faut faire venir les venture capitalistes et développer l'accès au marché européen, la cotation sur Euronext, parce que ça sera aussi une force pour créer un vrai écosystème. Emmanuel Macron, vous êtes de plus en plus populaire. On le voit, hier on était à la soirée donc French Tech, vous avez été ovationné pendant plusieurs minutes, un peu comme une rockstar. Et en ce moment sur RMC, il y a un sondage, on pose une question aux auditeurs d'RMC qui concerne l'homme ou la femme politique qui incarne le mieux la réforme. Et il semblerait que vous soyez en première position de ce sondage, devant d'autres grands hommes politiques. Est-ce que Emmanuel Macron serait prêt à réformer la France ? C'est ce que j'essaie de faire déjà au quotidien. Il ne faut pas être prêt, il faut le faire maintenant. Il faut faire encore davantage. Ma conviction. Mais le fait que vous ayez cette popularité en ce moment, il y a une espèce de Macron-mania. Mais je pense que d'abord, ce sont toujours des phénomènes qui passent, donc il ne faut surtout pas s'y arrêter quand on est l'intéressé, parce que c'est là où on devient dangereux. Ensuite, je pense que ça traduit une chose, c'est que les Français aiment de plus en plus la prise de risque. Et quand on parle de réforme, ce qui est un mot abstrait, ils sont conscients du monde qui change. Moi, je ne fais qu'une chose simple. Je mets en avant celles et ceux qui ont pris des risques, qui veulent entreprendre, mais du plus petit au plus grand, parce que je pense que l'entrepreneuriat, ça commence à tout niveau. Il n'y a pas de petit entrepreneuriat, si je puis dire. Il y a des gens qui prennent des risques et qui veulent tenter. Et je crois que les Français ont envie de voir ce visage. Et vous incarnez ce visage ? D'avoir un discours de vérité. J'essaie de le faire à ma façon. Je ne suis pas le seul à l'incarner. Il ne faut pas que ce soit une histoire personnelle, parce que ce sont tous les visages qu'il y avait hier et qu'on a là. Et ça, c'est très important. Et je pense que d'ailleurs, ce n'est pas capturé par une élite. Et moi, je tiens beaucoup à ça. C'est pour ça que je me méfie beaucoup de ce qui pourrait paraître comme un engouement ou des histoires personnelles. Parce que ce qui change dans cette économie, c'est une économie qui a des superstars, les entrepreneurs. Mais surtout, elle est beaucoup plus déconcentrée. C'est-à-dire que ça part du bas, l'énergie. Ce n'est pas une élite entre elles qui décide. Et je pense que ce qui est très important pour réussir la réforme aussi en politique, c'est d'arrêter de penser qu'à quelques-uns, on peut réformer le pays. La réforme du pays, c'est de laisser les gens la faire. C'est de leur donner plus de moyens. Il faut fixer des règles de justice, d'équité, mais parfois nos règles, elles ont empêché les gens de transformer le pays. Il faut un chef malgré tout. Les Françaises et les Français. Il faut un chef, il faut un chef de file. Il faut de l'inspiration, il faut du charisme. Et donc voilà, moi le message que je retiens en tout cas de ça, c'est que nos concitoyens, ils sont en train de plus en plus d'avoir le monde dans la tête, de voir qu'il faut changer, non pas pour enlever à la France ce qu'elle est, mais pour réussir comme elle est dans le vaste monde. Et donc la réforme, elle n'est plus subie. Elle doit être faite avec tous. Merci beaucoup. Macron. Merci à vous. Ministre. On vous laisse poursuivre. Merci d'être là. Merci à La Poste de nous accueillir. Et merci à Henri qui fait partie de celles et ceux qui ont vraiment... Je le dis ici parce que c'est important. On a cet engouement du moment. Mais il y en a qui ont commencé très tôt et c'était encore plus dur. Et donc c'est important qu'il y ait eu ces premiers de cordée qui sont restés en France, sont investis, ont râlé quand il fallait râler. Et je le sais, il a raison de dire les choses en vérité quand ça ne va pas. Mais qui sont toujours là. Parce que vous savez, les mots d'amour, ça ne vaut pas grand-chose quand il n'y a pas, ce que j'essaie de faire à mon modeste niveau, qui est de pousser les réformes, mais surtout quand il n'y a pas des femmes et des hommes qui acceptent de continuer à prendre des risques et à investir dans notre pays. Parce que la responsabilité des entrepreneurs, c'est de tirer la France. Bon. Merci Écoutez, beaucoup. je crois que vous avez gagné ce magnifique avion L connecté de Henri Seydoux. Merci. Merci, monsieur le ministre.
en direct sur 01net TV. Donc le hashtag 01 Live si vous voulez évidemment réagir. Merci Henri qui repart avec son petit avion connecté qui ne sort pas encore, hein, qui sort cette année. Oui, Jérôme, est-ce qu'on a le temps de faire un petit point sur notre question 01net Orange? Tout à fait. C'est jouable. Nous sommes toujours en direct du CES 2016 à Las Vegas. Et selon vous, qu'est-ce qui sera le plus important en 2016 en termes de technologie? Plus d'objets connectés, c'est ce qui vous branche. Et ça tombe bien parce qu'il y en a beaucoup ici. Et puis des smartphones, des voitures autonomes, les nouveaux téléviseurs, la réalité virtuelle ou les drones. Vous pouvez continuer à voter. www.01nettv.com. Donnez-nous votre avis. On fera un point sans doute tout à l'heure. Puis ça dure toute la semaine en plus. Très bien, Jérôme, on va arrêter là ce 01 Live spécial depuis Las Vegas. La bonne nouvelle, les amis, c'est qu'on est encore là demain et après-demain. 1 heure de live, c'est chaque jour jusqu'à samedi sur 01net TV, entre 20h et 21h, avec toutes les nouveautés, toute la rédaction de 01net et tout ce qu'on découvre pour vous. On fera aussi un focus sur toutes les startups avec des invités encore exceptionnels demain et après-demain. Merci beaucoup de nous avoir suivis depuis 20h ce soir ici à Las Vegas. Merci à Florian Beaufreton et à Jean-David Duarte qui font un boulot extra à la technique. Merci à la Poste de nous avoir accueillis et on se retrouve donc demain. Bonne soirée. À demain, à très vite.